Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de déballage de boîtes pour Horreur Arkham, le JCE. On continue les cartes de la classe survivant de la boîte Le Festin de Hemlock Vale. Deuxième vidéo consacrée à cette classe. Voilà, 3 cartes de niveau 0. Et on commence par le masque du moineau, donc le masque de la classe des survivants. Un soutien qui coûte 1, qui occupe pas d'emplacement. Trait, objet, charme et masque, limite de 1 masque par investigateur, utilisation 2 offrandes, reconstituer une de ces offrandes après avoir subi au moins un dégât et ou horreur, action rapide, dépensez une offrande, vous gagnez plus d'en volonté ou plus de en agilité pour ce test de compétence, limite d'une fois par test. Alors comme d'habitude, je vais commencer par dire que je trouve que les masques sont trop puissants. Voilà, bon ça je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, je vais pas élaborer. Niveau des traits, objets, ça se tuteur avec par exemple un sac à dos. Voilà. Le bonus, plus de en volonté ou plus de en agilité. Alors j'ai pas revérifié mais il me semble que les masques précédents donnaient les mêmes bonus que l'aplomb. Là, l'aplomb des survivants, il fait des boosts de volonté ou d'intelligence. Là, c'est de la volonté ou de l'agilité, même bonus que Peter Sylvestre de niveau 2, ou que la pierre de lune. Alors le bonus, le boost en volonté, c'est intéressant pour résister notamment au deck de rencontre, et ça va être intéressant aussi pour les cartes mystiques, voilà, pour les sorts de mystique. L'agilité, c'est intéressant pour l'évasion, c'est intéressant pour certaines cartes qui, plus généralement, on va dire, qui font de la gestion d'ennemis à l'agilité. Je sais pas, par exemple, l'attaque par derrière qui fait des dégâts avec l'agilité, ou je sais plus comment elle s'appelle la carte qui dit faites un test d'agilité, puis si vous réussissez, vainquez un ennemi incliné, voilà. La condition de rechargement, c'est subir au moins un dégât ou une horreur. Voilà, donc le masque se recharge quand on subit. Donc ça semble être un truc de tank, voilà, un investigateur qui est là pour encaisser. Au passage, alors j'ai pas le guide de référence sous les yeux, mais les dégâts, d'abord on les subit et ensuite on les attribue. Si vous subissez une horreur, vous pouvez dire, je la mets sur Peter Sylvestre. Vous avez subi l'horreur, ça vous donne une offrande pour le masque, Peter Sylvestre, il se soignera tout seul. Ok. Et les investigateurs les plus intéressés, alors moi je joue pas trop le style tank, même jamais quasiment, mais il y a William Yorick, parce que il fait de la récursion de soutien pour encaisser à sa place. Il y a Daniela Reyes, parce qu'elle veut se faire attaquer par des ennemis, notamment pour utiliser sa clé plate, et voilà, sa réaction, après qu'un ennemi vous a attaqué, sauf dans le cas d'une attaque d'opportunité que vous avez provoquée, même si cette attaque est annulée, soit vous infligez un dégât à cet ennemi, soit vous lui échappez automatiquement. Donc avec le masque du corbeau, elle va utiliser la clé plate, action rapide, inclinez la clé plate, choisissez un ennemi dans votre lieu, cet ennemi vous attaque. Donc il attaque, une offrande sur le masque, réaction, un dégât automatique sur l'ennemi, et ensuite attaque avec la clé plate. Voilà, combattre, vous ne pouvez utiliser cette capacité que contre un ennemi qui vous a attaqué depuis la fin de votre tour précédent. Vous gagnez plus d'enforce et infligez plus un dégât pour cette attaque. Voilà. Et ça peut être intéressant pour Agnès Baker aussi. Agnès Baker, réaction, après qu'au moins une horreur a été placée sur Agnès Baker, infligez un dégât à un ennemi dans votre lieu, limite d'une fois par phase. Donc même logique, elle laisse quelque chose, soit une attaque ennemie, soit une traîtrise, lui infliger une horreur, éventuellement elle a une carte qui lui inflige des horreurs, l'horreur recharge le masque, et l'horreur permet d'infliger un dégât à un ennemi. Et Agnès Baker parallèle, alors là c'est carrément quand elle va jouer un événement sort,
elle va choisir de subir un dégât, ce qui fait recharger le masque, et donc, pardon, c'est le matin, j'ai pas fini mon premier café, le fait d'avoir subi un dégât fait qu'elle va pouvoir remélanger l'événement dans son deck, sachant qu'elle a accès à toutes les cartes sorts jusqu'au niveau 3, ben voilà, faut voir les événements sorts qui utilisent la volonté. Ah, je dis une bêtise, bon je couperai peut-être là, c'est vrai qu'Agnès Baker parallèle, elle n'a pas les mêmes règles de construction, et donc elle n'a pas accès aux cartes survivantes. Bon. Carte suivante, diversion d'ampleur, et c'est la première carte qui a le trait double des survivants. Donc un événement qui coûte 3, trait ruse et double. En tant que coût supplémentaire pour jouer diversion d'ampleur, dépense une action. Jouer diversion d'ampleur ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Pour chaque ennemi dans votre lieu et dans chaque lieu connexe, choisir une option. Échapper automatiquement à cet ennemi s'il est non élite, ou infliger un dégât à cet ennemi. Alors, la carte elle très ruse, donc si vous y avez accès, à faire du charme, et ben, diversion d'ampleur, qui est quand même une carte assez situationnelle, vous l'attachez sous faire du charme, et à un moment donné, vous devenez engagé avec un ennemi, vous dites, oula, il y a beaucoup d'ennemis à gérer, je récupère diversion d'ampleur, et je vais l'utiliser. Ruse, ça permet aussi, alors toujours pareil, si vous y avez accès, ça combotte avec Shock Fergus. Shock Fergus vous dit réaction, quand vous jouez un événement tactique ou ruse, inclinez Shock Fergus, choisissez 2 options, cet événement gagne rapide, cet événement coûte 2 ressources de moins pour être joué, ou vous gagnez plus de votre valeur de compétence tant que vous jouez un test de compétence lors de la résolution de cet événement. Là, il n'y a pas de test à faire, donc on choisit les 2 premières options. C'est rapide, ça veut dire qu'au total, ça ne coûte plus qu'une action, et ça ne coûte plus qu'une ressource. Alors la carte en elle-même vous permet d'échapper automatiquement aux ennemis non élites, ou d'infliger un dégât à chaque ennemi dans votre lieu, et dans tous les lieux connexes. Alors, donc, on a une carte d'évasion automatique. Alors ça vous prend quand même 2 de vos 3 actions, mais vous n'avez pas de limite sur le nombre d'ennemis auxquels vous échappez, tant qu'ils ne sont pas élites. Vous pouvez aussi faire plein de dégâts. Alors, un seul dégât par ennemi, mais ça peut permettre d'achever des ennemis. Imaginons Zoé Samaras. Elle est engagée avec... Bon, c'est improbable, mais imaginons que Zoé Samaras est engagée avec 4 ennemis qui ont chacun 2 points de vie. Elle attaque au lance-flamme, elle choisit d'infliger un dégât à chaque ennemi. Elle est donc engagée avec 4 ennemis qui ont chacun 1 point de vie restant. Elle joue diversion d'ampleur, ça ne provoque pas d'attaque d'opportunité, et elle va choisir d'infliger les dégâts. Donc elle dit j'inflige un dégât à chaque ennemi dans mon lieu, et elle les achève. Voilà. Bon, elle aurait pu faire une deuxième attaque au lance-flamme, certes, mais peut-être qu'elle a fait 2 dégâts. Oui, même justement, voilà, le lance-flamme va faire des dégâts contre les ennemis avec lesquels elle est engagée. Alors attendez, je réfléchis rapidement. Allez, prenons une autre situation. Voilà, donc vous jouez Zoé Samaras, vous êtes dans la campagne de Dunwich. Dans votre lieu, il y a 2 engoulevents, donc engoulevents qui sont distants, qui chacun diminue votre force de 1. Zoé Samaras a le lance-flamme et elle est engagée avec 2 ennemis qui sont 3-3-3. Elle joue diversion d'ampleur, ça lui prend ses 2 premières actions. Elle choisit d'infliger un dégât à chaque ennemi dans son lieu. Elle tue les 2 engoulevants. Elle inflige un dégât à chacun des 2 autres ennemis. Dernière action de son tour, lance-flamme. Si elle réussit son attaque, elle fait 4 dégâts, 2 au premier ennemi, 2 au deuxième ennemi, et elle a tué tout le monde. En un tour, voilà, elle a infligé 8 dégâts, dont 2 à 2 ennemis distants. Voilà.
échapper automatiquement à tout le monde dans le lieu et dans les lieux connexes, et ben ça fait qu'on n'a pas à gérer les ennemis tout de suite. Ça peut servir par exemple à comment il s'appelle déjà, Finn Edwards. Sa faiblesse, révélation, redresser chaque ennemi dans votre lieu ou dans un lieu connexe. Chaque ennemi chasseur dans un lieu connexe se déplace de un lieu vers vous. Si aucun ennemi ne se déplace grâce à cet effet, mélangez pris la main dans le sac dans votre deck. Donc phase d'entretien, vous piochez ça. Vous avez des ennemis qui a priori... Enfin, vous avez plus d'ennemis dans votre lieu. Vous pouvez, avec diversion d'ampleur, échapper à tous d'un coup. Une fois que vous avez échappé à tous les ennemis, vous en profitez pour changer de lieu, par exemple en allant dans le lieu connexe sans ennemis. Le fait que tous ces ennemis-là soient inclinés, ça bénéficie à tout le monde si vous êtes dans un groupe, si vous jouez à 2, 3 ou 4. Voilà. Et bien évidemment, comme c'est de l'évasion, on pense à Rita Yang. Rita Yang n'auront que sa réaction après avoir échappé à un ennemi. Soit vous infligez un dégât à cet ennemi, soit vous vous déplacez vers un lieu connexe, limite d'une fois par round. Donc la capacité de Rita Yang, c'est de blesser les ennemis en leur échappant. Et sa carte signature, je ne fuirai plus. Un événement rapide, redressez et engagez tous les ennemis dans votre lieu. Pour le reste de votre tour, chaque fois que vous échappez à un ennemi, vous avez le droit de lui infliger un dégât au lieu de l'incliner et de vous désengager de lui. Donc la combinaison des deux, alors que je m'embrouille pas, vous commencez votre tour, vous jouez je ne fuirai plus, donc vous redressez les ennemis dans votre lieu, ils vous engagent, première action, deux premières actions, vous jouez diversion d'ampleur, vous échappez donc à tous les ennemis dans votre lieu, et également vous jouez diversion d'ampleur, vous pouvez infliger un dégât à chaque ennemi dans votre lieu. Avec votre dernière action, vous échappez à un ennemi. Grâce à votre action rapide, vous lui infligez un dégât. Et grâce à l'effet de je ne fuirai plus, vous dites, au lieu de l'incliner et de m'en désengager, je lui inflige un dégât. Donc le 1 dégât inflige à tout le monde. Et sur un ennemi spécifique, vous rajoutez 2 dégâts. Donc, je reprends l'exemple, c'est moins impressionnant, mais je reprends l'exemple de tout à l'heure. Dans votre lieu, il y a un ennemi 3-3-3 et un engoulevant. Avec je ne fuirai plus, vous avez engagé l'engoulevant. Diversion d'ampleur, vous avez tué l'engoulevant. Vous avez infligé un dégât à l'ennemi 3-3-3. Et évasion de Rita Yang plus effet de je ne fuirai plus, ça fait que vous avez achevé cet ennemi qui est 3-3-3. Voilà. Le fait d'échapper à plein d'ennemis, on peut regarder qu'est-ce qui se passe, toutes les cartes qui interagissent avec les évasions. Combat déloyal, alors au passage d'ailleurs, sale très ruse, donc ça peut aller dans le deck de Rita Yang. Limite de 1 par investigateur, tant que vous attaquez, discutez ou tentez d'échapper à un ennemi incliné, vous gagnez plus 2 à votre valeur de compétence. Réaction, après que vous avez échappé à un ennemi, incliné combat déloyal, effectuez une action combattre contre cet ennemi. Ignorez le mot-clé distant pour cette attaque. Donc, vous échappez à tous les ennemis. Vous en choisissez un, vous dites j'utilise combat déloyal, je l'attaque tout de suite et j'ai un bonus de plus 2 vu qu'il est incliné. Dans le cas de Rita Yang, donc elle lui échappe à cet ennemi, un dégât automatique. Avec combat déloyal, elle gagne une attaque et pour peu qu'elle ait une arme, j'allais dire un minimum efficace, genre coup près, et elle va faire 2 dégâts à cet ennemi, et voilà. Que je dise pas de bêtises, voilà. 2 actions pour diversion d'ampleur, réaction de combat déloyal, on fait une attaque qui peut faire 2 dégâts, 3ème action, on refait une attaque, non, je reprends, pardon. 2 premières actions pour combat déloyal. Évasion automatique, le dégât de Rita Yang. Combat déloyal fournit une attaque. On attaque au coup près, en infligeant l'horreur à Peter Sylvestre.
donc 2 dégâts. La caméra montre réellement, donc comme c'est pas effet miroir, j'ai un petit peu du mal à visualiser ce que vous voyez dans l'enregistrement. Bref, à l'issue de vos 2 actions, vous avez fait 3 dégâts. Troisième action, vous dites je recombats au coup près pour 2 autres dégâts. Donc voilà, Rita Yang, avec ces 3 actions, a pu faire un dégât à un ennemi, tout en échappant aux autres, ou en infligeant un dégât à chacun des autres. Voilà. Voilà la tire, voilà la tire de niveau 0, réaction, après que vous avez échappé à un ennemi, vous l'inclinez, vous piochez une carte. Alors ça c'est pas accessible à Rita Yang, mais par exemple c'est accessible à Wendy Adams. Vous pouvez en avoir 2 exemplaires en jeu. Si vous échappez à 2 ennemis, avec vos 2 copies, vous piochez 2 cartes. Par contre, Pickpocket de niveau 2, l'ajout c'est en cas de réussite avec une différence de 2 ou plus, faites les 2 à la place. Comme c'est automatique, il n'y a pas de degré de réussite, donc ça s'active pas. Pourquoi j'ai mis explosion de dynamite là ? Ça doit être pour l'idée... Ah, je sais. Voilà. Si avec diversion d'ampleur, vous échappez automatiquement à tous les ennemis de votre lieu, alors ce qui nécessite qu'ils soient non élites, vous pouvez jouer l'explosion de dynamite sans subir les attaques d'opportunité des ennemis de votre lieu. Et ensuite, alors si vous êtes capable d'encaisser, vous jouez l'explosion de dynamite dans votre lieu, sinon dans un lieu connexe, mais voilà, diversion d'ampleur plus explosion de dynamite dans votre lieu, dans votre lieu, alors si c'est dans votre lieu, vous voulez échapper à tous les ennemis, donc en niveau dégâts, il n'y a que les dégâts de l'explosion de dynamite, mais tant que les ennemis sont non élites, vous n'avez pas à vous inquiéter des attaques d'opportunité. Donc là, éventuellement, vous faites une petite combo du style, j'ai pas de troisième carte en tête, mais vous pouvez faire une combo du style, tous les ennemis à côté, je les fais venir dans mon lieu. Maintenant qu'il y a plein d'ennemis dans mon lieu, ennemis non élites encore une fois, je leur échappe à tous, et maintenant explosion de dynamite. Alors, moi je me prends 3 dégâts parce que je suis dans mon lieu, je suis dans le lieu dans lequel je joue explosion de dynamite, mais je fais 3 dégâts à chacun des 3, 4, 5 ennemis. Voilà. Et s'il y a des ennemis dans les lieux connexes, avec diversion d'ampleur, vous leur échappez, et comme ça ils mettront plus de temps à venir vers vous. Et enfin, un truc auquel j'ai pensé pendant l'enregistrement, barricade de niveau 3, ça s'attache au lieu, les ennemis non élites ne peuvent pas se déplacer vers le lieu attaché ou y être générés. Chaque fois qu'un ennemi non élite devrait être généré dans le lieu attaché, générez-le dans un lieu connexe à la place si possible. Forcez, quand un investigateur quitte le lieu attaché, défaussez la barricade. Donc, vous jouez barricade, vous l'attachez à votre lieu. Chaque fois que vous piochez un ennemi non élite, vous allez vous dire, je le mets dans un lieu connexe. Idéalement, vous le mettez dans un lieu connexe, qui fait que si vous n'avez pas besoin de combattre cet ennemi, il est coincé. Mettons que vos lieux soient disposés en... mettons que vos lieux soient disposés en plus, vous êtes dans le lieu central, vous y jouez, donc il y a 5 lieux, 1, 2, 3, 4, 5 en plus, vous êtes dans le lieu central, vous avez joué barricade, les lieux sont connexes orthogonalement, les 4 lieux autres que le lieu central ne sont connexes qu'au lieu central. Avec barricade, chaque fois que vous piochez un ennemi non élite, vous le mettez dans un des 4 lieux extérieurs, on va dire, et les ennemis ne peuvent plus bouger parce qu'ils ne peuvent plus entrer dans le lieu de la barricade. Et si vous voulez combattre ces ennemis, vous les générez dans le lieu où il y a un autre investigateur. Si vous voulez pas les combattre, vous les mettez dans un lieu sans investigateur, vous les mettez en attente, et diversion d'ampleur, vous faites un dégât à chacun. Et ensuite, potentiellement, si vous les avez tous amassés au même endroit, le combattant du groupe vient dans le lieu dans lequel il y a la barricade, et il lance une explosion de dynamite dans le lieu connexe. Du coup, tous les ennemis dans ce lieu-là se sont pris au total 4 dégâts. Normalement, ça fait le ménage. Et maintenant, vous dites, vu que j'ai vidé tous les autres lieux, j'ai vidé le dernier lieu de tous les ennemis, maintenant j'y vais, j'enquête tranquillement. Voilà. Alors,
Dernière carte, pousser dans ses retranchements. Un événement qui coûte 2, très tactique et improvisé. Choisissez un soutien arme ou outil dans votre pile de défausse. Résolvez une capacité d'action sur ce soutien en ignorant tous les coups, y compris son coup d'action. Après la résolution de cet effet, mélangez le soutien choisi dans votre deck. Jouer cette carte ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Alors, les soutiens armes ou outils, bien évidemment, il y en a tout plein. Voilà, il y en a tout plein. Là, concrètement, c'est une arme ou un outil qu'on a en pile de défausse. Alors, qu'est-ce qui ferait en pile de défausse ? Les survivants ont quand même un certain nombre de cartes qui jouent avec la défausse. Par exemple, action désespérée. En tant que coût supplémentaire pour jouer action désespérée, choisissez défausser de votre main ou de votre zone de jeu un soutien objet qui occupe au moins un emplacement de main. Combattre. Vous gagnez plus X en force et infligez plus 1 dégât pour cette attaque, X étant égal au coût imprimé du soutien choisi. En cas de réussite, si le soutien choisi était dans votre zone de jeu, gagnez X ressources. Donc vous avez, par exemple, vous avez la tronçonneuse qui a plus de provisions sur elle. Action désespérée, maintenant elle est dans la défausse. Enfin, vous combattez. Je crois qu'elle coûte 3 la tronçonneuse, peut-être 4. Vous combattez à plus 3, plus 1. En cas de réussite, vous gagnez les ressources de la tronçonneuse. Maintenant elle est dans votre défausse. Vous réattaquez avec la tronçonneuse. Alors, jouer l'événement vous coûte une action, mais vous ne payez pas l'action de combat. Ok. Donc, en 2 actions, vous avez fait 2 attaques à la tronçonneuse, et maintenant la tronçonneuse est remélangée dans votre pioche, et vous pourrez la repiocher plus tard. Et en plus, alors, vous avez gagné les ressources de la tronçonneuse, vous avez regagné en ressources le coût de la tronçonneuse, mais vous avez quand même eu besoin de payer de ressources pour pousser dans ces retranchements. Autre chose, si vous y avez accès, jouez le rat vigile. En action rapide, il vous permet de défausser un soutien objet pour gagner 2 ressources. Donc pareil, vous avez une arme ou un outil en jeu qui n'a plus de charge ou de munitions ou autre, vous le défaussez, vous gagnez 2 ressources, les 2 ressources payent pousser dans ces retranchements, et cette arme ou outil est remélangée dans votre pioche. Je sais plus pourquoi j'ai remis ça là. Et aussi le permanent équipement limité. Forcez quand votre premier tour de la partie débute, défaussez les 10 cartes du dessus de votre deck. Donc dès le début de votre partie, vous avez grosso modo un tiers de votre deck dans votre défausse. Si vous avez un outil ou une arme importante dans votre défausse, à cause d'équipements limités, pousser dans ces retranchements vous permet quand même de l'utiliser quand vous le souhaitez, et... Tiens, je suis en train de penser à un truc... Ouais, je l'ai mis après, et de le remélanger dans votre pioche pour le retrouver. Voilà. Un truc, alors là, j'ai mis camisole de force, de façon plus générale, c'est pour représenter tous les effets du deck de rencontre qui vous font défausser. En plus, c'est pas le bon exemple, parce que là, c'est renvoyé dans votre main, donc... je crois que c'est corrosion. Corrosion... Voilà, défausser de votre zone de jeu et ou de votre main les soutiens, des soutiens objets, blablabla. Bref, une traîtrise vous force à défausser quelque chose, et vous avez une carte pour utiliser une fois ce soutien et le remélanger dans votre pioche. Alors, bien évidemment, je vais pas tous les lister, mais les armes et les outils les plus... pour lesquels on veut le plus récupérer la carte, la réutiliser, d'abord la réutiliser, puis ensuite se redonner une chance de la piocher, ça va être les soutiens signature. Donc, par exemple, Becky, la carte signature de Tommy Muldoon. Voilà, arme à 2 mains, vous combattez à plus 2, plus 1, et vous avez une capacité de rechargement. Si Tommy Muldoon a dans son deck équipement limité, il est possible que Becky soit défaussée par l'effet d'équipement limité, et donc ça peut être intéressant de mettre 1 ou 2 copies de poussée dans ces retranchements. Vous combattez une fois, vous remélangez cette carte là dans votre pioche, et ensuite
vous pourrez la tutorer avec le sac à dos. Ah oui, d'ailleurs, vous avez un deck typiquement de 33 cartes. Main de départ, 5 cartes, il reste donc 28 cartes dans votre pioche. Effet d'équipement limité, vous mettez 10 cartes dans votre défausse. Donc à ce stade-là, vous avez 5 cartes en main, 10 cartes dans votre défausse, 18 cartes dans votre pioche. Mettons première phase d'entretien, voilà, vous piochez une carte. Deuxième tour, vous jouez pousser dans ses retranchements, vous remélangez béquille dans votre pioche, vous avez 18 cartes dans votre pioche. Si vous jouez sac à dos vous permet de chercher béquille dans les 12 premières cartes, donc dans les 2 tiers de votre deck. Voilà. Et si vous avez... Enfin, comment dire, si c'est au 6ème round, que je dise pas de bêtises, au 6ème round, vous avez pioché donc 6 cartes, il ne vous reste plus que 10 cartes dans votre pioche, et là avec le sac à dos, vous regardez dans les 12 cartes parmi 12, donc vous voyez tout votre pioche, donc vous récupérez béquille à coup sûr. Voilà. La clé plate de Daniel Ariès. Alors cette carte là j'en parlais tout à l'heure, c'est la base de la mécanique de Daniel Ariès. En action rapide, vous forcez un ennemi à vous attaquer, vous lui infligez un dégât automatique, et maintenant vous pouvez le combattre avec une +2/+1, c'est bien. Voilà, donc vous ne voulez pas perdre votre clé plate, et si vous la perdez, vous voulez vite la remélanger dans votre deck pour la repiocher. On peut mentionner le harpon du changement de Silas, ou le filet de Silas, ça revient au même. Alors, il y a plusieurs façons de jouer Silas marche, mais moi mon style c'est vraiment j'attaque avec le harpon, j'attribue plein de compétences, et ensuite potentiellement je remonte le harpon dans ma main pour récupérer toutes ces compétences attribuées au test et les réattribuer un test au prochain round et re-bénéficier de tous leurs effets qui au global vont me faire peut-être, je sais pas moi, piocher 2 cartes que j'essaie de me souvenir, je sais pas, par exemple audace plus maîtrise plus c'est pas fort bras, j'oublie toujours le nom de la carte. Bon bref, plus si j'attribue suffisamment de compétences, ça va être une action supplémentaire, plus pioche d'une carte, plus 3ème dégâts. Enfin voilà, c'est vraiment tout bénef de récupérer ces compétences-là en main. Et alors le Kodak de Darrell, quand vous commencez la partie, vous l'avez en jeu, mais alors où je l'ai mis, corrosion, voilà. Imaginons, vous piochez corrosion, vous avez un unique soutien-objet entre votre main et le jeu, vous êtes obligé de défausser le Kodak, et vous voulez le récupérer. Voilà. Voilà. Alors, le petit bilan. Le masque du moineau, encore une fois, c'est un masque, donc je le jouerai pas en dehors de l'expert. Ensuite, la reconstitution des offrandes fait que on veut mettre ça dans... Pardon, je tapais dans le filtre du micro. On veut mettre ça dans un deck de tank, et un tank qui va utiliser sa volonté ou son agilité, donc un tank biclassé mystique, ou alors on met tout simplement dans un deck Agnès Baker. Je pense que c'est vraiment elle qui en tire le meilleur avantage. Voilà, elle s'inflige toute seule une horreur pour infliger un dégât à l'ennemi. Ensuite, elle combat au flétrissement, je sais pas, mettons le flétrissement de niveau 5. Elle a 5 de base, elle se trouve un bonus quelque part. Voilà. 5 de base, un petit bonus, ça fait 6. Masque du corbeau, plus 2. Donc ça fait 8. Et flétrissement de niveau 5. Je crois que c'est un plus 3, donc elle combat avec 11 en volonté. Voilà. Diversion d'ampleur, alors en solo, non, parce que ça coûte 2 actions.
En duo, peut-être un exemplaire, mais plutôt dans du trio. J'allais dire c'est un petit peu l'explosion de dynamique de l'évasion, voilà, c'est... Je sais pas, je suis un peu partagé, je pense un exemplaire chez Ritaillant, enfin, non plutôt, en trio, peut-être un exemplaire pour quand vraiment il y a un problème, je sais pas, fin de scénario, il y a un effet de jeu qui met plein d'ennemis, ou un effet de jeu qui fait venir les ennemis. Tiens, j'y pense d'un coup, le premier scénario du cercle brisé, il y a un effet de jeu qui dit les sorcières se déplacent, si elles sont redressées de mémoire, se déplacent vers le cercle des sorcières, et bien, avec diversion d'ampleur, d'un coup, paf, on échappe à toutes les sorcières. Et même, c'est pas un gros spoiler, mais si vous jouez le renouveau du cercle brisé, il y a un nouvel acte qui est rajouté, et cet acte-là vous incite à échapper. Aux sorcières. Et donc, par exemple, si vous essayez ça, eh ben, vous laissez les sorcières en jeu, vous les laissez entrer dans le cercle des sorcières. Première action, vous entrez dans le cercle des sorcières. Action 2 et 3, diversion d'ampleur. Bam, vous échappez automatiquement à tout le monde, sauf à Annette Mason. Pour Annette Mason, il faudra trouver une autre astuce. Et ensuite, vous dites par exemple, bon bah voilà, j'ai 4 sorcières inclines en jeu, et ben l'acte avance. Poussez dans ces retranchements, voilà, vous avez une arme ou un outil dans votre deck qui est vraiment, vraiment super important. La carte qui ne doit pas rester dans la défausse, et ben cette carte-là vous dit, tu peux la remélanger dans ton deck. Donc les survivants ont beaucoup d'interactions avec la défausse. On peut faire des decks où, notamment des decks avec plein de cartes improvisées, où on met plein de choses dans sa défausse. Mais quand on fait ça, il y a toujours le risque que des cartes se retrouvent dans la défausse alors qu'on voudrait pouvoir les jouer. On avait déjà une rencontre fortuite de niveau 2 pour récupérer les alliés importants. Maintenant, on a poussé dans ces retranchements pour récupérer les armes et les outils importants. Donc bonne carte si vous avez une arme ou un outil important et que vous meulez votre deck. Bon ben voilà, c'est tout pour cette vidéo. Prochaine vidéo, les 3 dernières cartes de niveau 0. Moi d'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.